Donc il paraît que je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une des premières qu'on ait un débat sur ce thème-là à l'université d'été. Et évidemment, c'est dû à la recrudescence du mouvement autonome ces dernières années, qui explique qu'on ait ce débat-là aujourd'hui. Alors, une des premières choses que je voulais dire, c'est que on regrette l'absence des camarades de Nantes qui devaient intervenir, notamment pour parler de l'expérience de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça va faire un petit biais dans la discussion, ils ne pouvaient pas être présents. Et donc on va intervenir, on va faire quatre interventions avant de passer au débat. Tout d'abord, je vais commencer à intervenir. Donc moi je suis étudiant à Jussieu, enfin là je suis doctorant à Jussieu, et moi je fais une petite intervention sur un retour sur l'autonomie italienne et sur un retour aussi sur les autonomes dans le mouvement étudiant des luttes des dernières années. Ensuite, Alain Pojola nous parlera un peu du concept d'autonomie ouvrière et à travers son expérience dans les années 70-80, voilà, plus généralement de l'autonomie en France. Ensuite, Renaud qui était... Ah non, ensuite Mimosa, voilà, qui est étudiante à Paris 8, à Saint-Denis, nous parlera un peu des liens entre les questions de classe et l'autonomie. Et ensuite, on conclura par Renaud, donc étudiant à Tolbiac, pendant la mobilisation qui s'est déroulée, et qui axera plutôt son intervention sur le comité invisible, qui est assez important dans la période. Donc, moi, pour commencer, je vais faire quelques rappels historiques pour tenter de dégager différents points de rupture et de continuité du mouvement autonome, des centres sociaux italiens des années 70-80, jusqu'à l'occupation de Tolbiac dans les années, cette année, en 2018. Quoi. Un de mes objectifs, ce sera de mettre en débat les stratégies autonomes et marxistes, et d'illustrer par des luttes récentes qui ont eu lieu, et donc en particulier, pour mon cas, dans la jeunesse, dans les universités, donc dans les deux derniers mouvements, que ce soit dans la loi travail en 2016, contre la loi travail en 2016, et contre la loi sur la sélection à l'université en 2018. Donc je vais faire trois parties. Tout d'abord, pour introduire, je vais essayer de faire une première partie pour caractériser ce qu'on entend par autonomie, par le concept d'autonomie. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais faire un retour sur l'autonomie ouvrière en Italie. Et ensuite, pour conclure, je ferai un bilan critique de la stratégie autonome pendant les deux dernières mobilisations étudiantes, en France. Donc, pour commencer, comment caractériser l'autonomie? Donc, bon, déjà, les autonomes sont-ils les mêmes hier et aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser. Et cette question, évidemment, est intimement liée à la définition qu'on peut faire de l'autonomie, mais aussi à l'histoire du mouvement autonome. En fait, les pensées, les théories, les pratiques et les tactiques qualifiées d'autonomes évoluent beaucoup au cours de l'histoire et sont diverses d'un groupe à l'autre. On peut schématiser globalement qu'il y a deux vagues dans l'histoire de l'autonomie. La première vague est constituée des premiers groupes d'autonomie ouvrière qui prennent la prise d'initiative directe. Alors ces groupes sont souvent issus, je développerai un tout petit peu plus tard, mais du mouvement des opéraïstes en Italie dans les années 70-80, des centres sociaux et des squats. La deuxième vague, on peut schématiser, on pourrait préciser, émerge en tout cas avec la recrudescence du Black Bloc dans le mouvement altermondialiste, notamment à Seattle en 1999 et à Gênes en 2001, puis en France dans les années 2000 et 2010. Il y a une grande reconnaissance des autonomes, et pour lister quelques points qui structurent leur renforcement dans ces années 2000-2010, on peut commencer tout d'abord par la génération CPE en 2006, qui s'est pas mal structurée autour de l'analyse du fait que le CPE était une grosse défaite parce que le gouvernement a canalisé un mouvement qu'il jugeait insurrectionnel juste en lâchant quelques miettes. Et donc c'est les premières fois que, en tout cas, le mouvement autonome commence à se restructurer en France à partir de là. Une autre chose qui a permis de faire connaître le mouvement autonome, c'est l'affaire Coupa, quand même, en 2008, qui a pas mal été médiatisée et qui a mis sur le devant de la scène les théories du comité invisible. Donc ça, c'était en 2008, l'affaire Coupa. Ensuite, une autre événement, évidemment, et pas des moindres, c'est l'occupation de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes en 2009, qui a contribué à faire vivre de nombreux courants autonomes jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, on peut aussi considérer qu'un cap a été franchi pendant la loi travail en 2016, avec l'émergence du phénomène de cortège de tête, qui est quand même évidemment très important. Donc voilà. À cause de leur diversité, les autonomes en fait, forment une sorte de cible mouvante, comme disait Ben Saïd, ce qui rend compliqué et complexe leur critique et leur analyse. Mais on va tout de même essayer de dégager quelques grandes lignes de définition pour les caractériser. Donc une des premières choses qui est souvent mise en avant pour les définir, c'est le refus de la délégation politique et l'indépendance, ou l'autonomie on pourrait dire, vis-à-vis de l'État, mais aussi des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, à savoir les partis communistes, les syndicats, etc.
Mais voilà, ce refus de la délégation et cette indépendance ne suffit pas, selon moi, à caractériser et à définir ce courant. Et pour compléter ces éléments, on peut distinguer 3 points. On peut distinguer leur identité, leurs moyens d'action et leur théorie. Je vais essayer de rapidement revenir sur ces 3 petits points. Donc déjà, les autonomes et surtout le Black Bloc développent une identité très forte qui contribue à les définir et qui évolue aussi au cours du temps. Donc vous pouvez y revenir plus longuement, mais pour faire très court, bon, les vêtements noirs, les blousons en cuir des années 80 sont transformés en kawaii noir dans les années 2010, mais aussi des choses un peu plus différentes comme la culture punk, la culture vegan, ou encore la vie en communauté dans les squats ou les villages autogérés. En fait, tout cela forme autant de symboles d'un mode de vie qui contribue à la définir. La deuxième chose, après leur identité, c'est les moyens d'action. En fait, ils ont des méthodes et des moyens d'action jugés très radicaux qui peuvent se ranger en schématisant dans 2 grandes catégories complémentaires. D'un côté, les affrontements, et de l'autre côté, les occupations de territoire. Je vais expliquer ce que j'entends par là. Donc pour les affrontements, évidemment, c'est souvent contre l'État et contre les symboles du capital. Donc typiquement, la technique du Black Bloc, affronter la police, faire des manifs sauvages, casser les banques, faire des vols, voler les magasins, etc. Et les occupations de territoire, ils le développent vachement comme ça, c'est la question des squats, la question des occupations, comme on a pu le voir à Tolbiac, la question aussi des ZAD, comme ça s'est développé ces dernières années, et aussi la question des villages autogérés. Et en fait, historiquement, les affrontements se sont développés pour défendre ces territoires. Et c'est que dans un second temps que par la suite, il y a eu des affrontements sans territoire à défendre, comme on peut le voir au sein des manifestations. Voilà, donc après avoir parlé d'identité et de leurs moyens d'action, on va parler de leur stratégie qui contribue aussi à les définir. Et en fait, on peut dire d'une certaine manière que ce sont souvent leurs tactiques et leurs moyens d'action qui sont érigés au rang de stratégie. En fait, cela s'est traduit, leurs moyens d'action sont traduits dans leur théorie et découlent notamment de leur conception des classes qui les amène à repenser le sujet révolutionnaire et les questions stratégiques et de pouvoir. En fait, comme les anarchistes et à la différence des marxistes, les autonomes veulent renverser l'État et détruire le pouvoir, mais par contre sans période transitoire et sans prendre le pouvoir eux-mêmes. Donc juste ce qui illustre bien ça, c'est le titre du livre de John Holloway, « Changer le monde sans prendre le pouvoir ». Donc, contrairement aux anarchistes qui pensent que cette révolution arrivera lors d'une révolution sociale menée par la classe ouvrière, la spécificité des autonomes, en tout cas de certains, est qu'ils repensent le sujet révolutionnaire qui devient tout le monde. En effet, à la suite de la restructuration du capitalisme et au déclin du secteur industriel, le prolétariat serait désormais diffus selon eux, constitué d'employés de services, de précaires, de chômeurs, d'étudiants majoritairement. Et du coup, ce ne serait plus la question de la production et de la grève qui serait centrale, mais celle des flux et du blocage. Donc qu'est-ce qu'on entend par flux et blocage de quoi? C'est-à-dire le blocage des marchandises, du transport, de l'électricité, de l'internet, de l'information. Donc une rapide citation du livre À nos amis écrit par le Comité Invisible. Si le sujet de la grève était la classe ouvrière, celui du blocage est parfaitement quelconque. Citation courte mais qui résume un peu leur pensée. En fait, il en découle que les lieux de travail ne seraient plus centraux dans la lutte contre le capitalisme. Il ne s'agit plus, selon eux, de se réapproprier, ni encore moins de restructurer les moyens de production. Leur stratégie, leur tactique pour détruire l'État et le pouvoir, qui lui aussi serait diffus, l'État, tout comme la classe ouvrière, n'est plus tant la grève que le blocage des flux. Ils fétichisent l'insurrection d'un petit nombre. Leur force ne provient plus des masses, mais de la détermination de ceux qui luttent. Et ils voient dans la subversion de la vie quotidienne, dans la subjectivité et l'imagination, des éléments qui permettent de rivaliser avec le pouvoir. Juste pour donner un exemple, un des tags qui était tagué sur la fac de Rome en 77 dans un mouvement étudiant autonome disait « L'imagination détruira le pouvoir et un éclat de rire vous enterrera ». Voilà. Et on verra aussi plus tard que pour eux, en fait, les moyens se substituent souvent à la fin, mais surtout comme point central de leur théorie et que le communisme est possible pour eux ici et maintenant. Voilà. Donc si la tradition de notre courant est en désaccord avec ces théories ont moins le mérite de réouvrir le débat stratégique pour renverser le système et le capitalisme. Voilà. Donc rapidement, pour conclure cette définition, on peut quand même que rappeler et insister sur le fait que le courant autonome est composé de sensibilités différentes et qui constitue plus une constellation diversifiée qu'un mouvement réellement unifié autour de textes fondateurs ou autour d'une organisation bien déterminée. Donc maintenant, je vais passer à ma deuxième partie, et faire un retour sur l'autonomie italienne, voilà, dans les années 60-70. Donc déjà, il faut bien voir qu'il y a des conditions particulières d'émergence de l'autonomie dans l'après-guerre, qui voient une forte tradition de violence politique qui est due à l'unification brutale de l'Italie, mais aussi au fascisme et à la résistance. Il y a une industrialisation tardive de la classe ouvrière, et une différence entre le nord qui est riche et industrialisé et le sud qui est pauvre et dominé par la mafia. Et globalement, le mouvement ouvrier est totalement dominé par le Parti communiste italien et
et qui voit dans le même temps la tentative du compromis historique avec la démocratie chrétienne. Je ne développerai pas plus. Pour revenir au courant autonome, il est principalement issu des centres sociaux qui sont conçus en fait à l'époque comme les soviets des temps modernes. Voilà. Et les centres sociaux, et plus généralement, il y a deux types de comités, les comités de quartier et les comités d'usine, les comités ouvriers. Donc il y a une apparition des comités de quartier dans les années 60, par exemple à Turin et à Rome, qui étaient initialement contrôlés, c'est intéressant, rigolo, par l'Église et par le Parti communiste italien. Mais progressivement, ils s'indépendantisent, ils s'autonomisent petit à petit. En effet, par exemple, il y a de nombreux problèmes de logement, il y a beaucoup de bidonvilles, et du coup, à cause de ces problèmes de logement, on voit émerger des grèves de loyers en 64, par exemple, et des occupations de logements vides pour résoudre ces problèmes, et qui génèrent pas mal d'affrontements violents avec la police. Les premiers squats s'ouvrent à Rome en 69, en 75 à Milan s'ouvrent les premiers centres sociaux. On assiste au développement de l'autoréduction, donc ça c'est une pratique où on va revenir maintenant, l'autoréduction qui se radicalise. Qu'est-ce qu'on entend par autoréduction? C'est le fait de ne pas payer en totalité ou en partie certains services, comme par exemple les loyers, l'électricité ou ce genre de choses. Ces pratiques d'autoréduction en fait rappellent celles des autonomes aujourd'hui, qui cherchent de manière un peu idéaliste, selon moi, à s'attaquer au symbole des capitalistes et à établir une contre-société, le communisme ici et maintenant, en rupture avec le système, en essayant de vivre différemment, en volant, etc. Donc après les comités de quartier, on peut parler des comités ouvriers, qui sont des collectifs autonomes issus de la rupture entre les syndicats et les travailleurs plus radicaux. Donc ça c'est assez intéressant. Il y avait des travailleurs qui étaient plus radicaux que les syndicats en Italie, et qui menaient beaucoup de grèves sauvages, des sabotages, faisaient pas mal d'agitation en manif et dans les usines. Notamment à Turin, par exemple, dans les usines Fiat, c'est un exemple qu'on prend souvent. Et en fait, d'où vient cette divergence entre syndicats et ces collectifs naissants autonomes? Elle vient du fait qu'ils ont deux bases sociales différentes. En fait, les syndicats défendent principalement ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie ouvrière. En fait, ils sont plus qualifiés, ils sont plus âgés, ils sont souvent d'origine urbaine, et anciennement installés parce que d'origine du nord de l'Italie. Alors que de l'autre côté, il y a une catégorie ouvrier qui est plus jeune, d'origine rurale, et du coup récemment installée parce qu'ils sont originaires du sud de l'Italie, qui est plutôt pauvre, voilà, dominé par la mafia, etc., et qui subissent aussi le racisme de la part du nord. Et donc cette catégorie-là ne se sent pas défendue en fait par les syndicats, et du coup ils sont à l'origine des collectifs autonomes ouvriers. Donc si les collectifs autonomes ouvriers sont issus d'immigrés du Sud, ils sont aussi issus de militants ayant rompu avec les syndicats, notamment le Parti communiste italien, comme les opéraïstes. Donc là, je n'aurais pas le temps de beaucoup développer sur les opéraïstes, ça mériterait plus de temps. Mais globalement, les opéraïstes, ce sont des intellectuels issus du syndicalisme ou des membres du Parti communiste ou du PSI, voilà, comme Negri par exemple. Et ce qu'on peut dire, sans rentrer dans leur théorie, c'est quand même qu'à la base, ils sont marxistes. Après, nous, on développe pas mal en les critiquant, en disant qu'ils sont sortis du marxisme, mais à la base, ils sont marxistes. Et en fait, ils théorisent une espèce de restructuration de la société et du capital dans les usines et aussi de la classe ouvrière dans les années 70, dans le virage post-fordiste. Et ils ont conclu des conséquences stratégiques, et notamment le fait qu'il faut sortir des usines stratégiquement. Bon, je ne vais pas développer, mais c'est tous les concepts d'ouvrier social développés par Negri, etc. Donc pour revenir un peu sur des choses plus concrètes, je vais faire un petit focus sur le mouvement étudiant dans les années 70, enfin plutôt précisément en 77, en février 77, qui fait penser en plus intense à vraiment plus intense, je pense, à ce qu'on a vécu cette année en 2018 contre la loi ORE. Alors pour donner l'ambiance de l'époque, il y a un petit témoignage pour souffler un peu qui illustre le quotidien du collectif unitaire de l'université de Naples. Je fais une petite citation des autonomes qui s'écrivent. Le collectif passait plus de temps à fumer des joints qu'à faire des réunions. Il n'y avait pas grand-chose à discuter, l'important c'était l'action. À la fac, on volait tout ce qu'on pouvait, les livres, les machines, tout le matériel de l'université. On revendait tout, et avec l'argent, on achetait de l'essence pour fabriquer des cocktails Molotov. Donc voilà, vraiment dans l'action, voilà, il y avait aussi des côtés positifs. Et en fait, et aussi des limites. Mais c'est l'apogée en fait de l'autonomie italienne. Cette fois-ci, on n'est plus dans des grèves ouvrières, mais dans un mouvement étudiant contre la limitation des inscriptions à l'université. Il y a plein d'éléments qui nous font penser à ce qu'on a vécu. Donc le 1er février, par exemple, des étudiants engagés de l'université de Rome sont attaqués par des néo-fascistes qui ouvrent le feu sur eux, ce qui fait penser à l'attaque qu'a eu Tolbiac par des fascistes aussi cette année. Voilà, à Montpellier aussi. Puis il y a
pas mal d'universités suite à ça qui sont occupées, il y a une grève étudiante qui prend de l'ampleur, et ensuite il y a même des émeutes pour virer le secrétaire syndical de l'équivalent de la CGT en Italie, qui était venu en visite à la fac de Rome. Donc voilà, une grande contestation. Et l'apogée du mouvement a lieu le 12 mars, dans une manif étudiante à Rome, avec plus de 100 000 personnes, et cette manif frôle en fait l'insurrection. Il y a les armureries carrément qui sont pillées, mais bon, les manifestants n'osent pas, enfin d'après ce que j'ai lu, utiliser les armes et les jettent dans le Tibre. En fait, au cours du mouvement, plusieurs étudiants quand même et policiers sont blessés ou même tués par balle. Et la plupart, mais bon, vu que les armes n'ont pas été utilisées, quand même la plupart des autonomes n'ont pas été prêts à mourir pour le combat. Et il y en a quand même une minorité qui rejoignent des groupes armés à partir de 1977. Et là, ils entrent alors dans une phase, un processus de militarisation qui les condamne à l'isolement et qui leur sera un peu fatal. Donc je vais essayer de revenir rapidement sur les limites de l'autonomie ouvrière italienne, et plus généralement d'autonomie selon moi, qui tiennent en premier lieu dans l'abandon des lieux de travail. En effet, la militarisation des groupes autonomes qui les marginalisent se fait au détriment de leur implication dans la lutte sociale et leur fait perdre petit à petit leur base sociale. Le refus du travail, qui est leur mot d'ordre et leur principale méthode de lutte, est à la base de la faillite de leur stratégie. En arrêtant de travailler, ils deviennent marginaux et se coupent de la population. Même les comités ouvriers autonomes axent leur lutte sur les autoréductions, c'est-à-dire en dehors des lieux de travail, et la question de la réappropriation des moyens de production, de leur restructuration, de la planification est relativement absente de leur discours, tout comme la perspective de la grève générale. Donc pour donner quelques chiffres quand même sur la fin de l'autonomie italienne dans les années 70, en 1977, le mouvement autonome rassemblait environ 100 000 personnes, dont 1 millier étaient armés et 10 000 organisés pour la guérilla urbaine, ce qui n'est vraiment pas rien. Et suite à l'assassinat d'Aldo Moro en 1978, une répression intense s'ensuit, avec la complicité du Parti communiste italien. Et le 7 avril 1979, il y a une rafle massive dans toute l'Italie qui arrête 12 000 militants d'extrême gauche, principalement des autonomes, qui sont arrêtés, dont les principaux leaders, dont Negri et Oreste Scalzone. Au total, entre 1979 et 1983, il y a 25 000 militants d'extrême gauche qui sont emprisonnés, et ça entraîne la quasi-disparition des collectifs autonomes italiens. Donc voilà, on pourrait aussi parler des autonomènes allemands qui suivent un processus un peu similaire, qui vont des squats, mais je n'aurai pas le temps de développer. Voilà. Après une certaine période de creux, en fait, du coup, suite à cette répression forte, s'ensuit la renaissance du Black Bloc et des autonomes dans les années 2000. Et la tactique du Black Bloc réapparaît dans le mouvement intermondialiste, comme je disais, avec de temps en temps des choses assez violentes, comme à Gênes, les émeutes anti-G8, avec la mort d'un manifestant, Carlo Giuliani, 600 blessés, des violences policières et même des tortures, comme ça a été dans l'école de Diaz et la caserne de Bolzaneto. Voilà. En fait, là, on assiste au fait que le Black Bloc s'indépendantise définitivement des centres sociaux et se caractérise désormais autant par sa tactique que par son identité. En fait, à la base, l'affrontement est apparu pour défendre les centres sociaux existants, mais désormais qu'ils ont disparu, l'affrontement de rue, qui ne permet pourtant pas de construire un centre social, devient l'objectif souvent principal. Donc je vais passer à ma troisième partie, je vais essayer de faire bref sur le mouvement étudiant. Mais juste avant de continuer, je voulais faire une petite parenthèse qui, bien que j'ai l'air de critiquer quand même pas mal les autonomes dans mon intervention, je voulais quand même dire qu'on doit les défendre sans aucune contestation face à la répression d'État et face aux flics. Ça, c'est quand même une chose à dire assez importante, et c'est ce qu'on a fait en tout cas dans tous les mouvements qui ont fait. En fait, on ne condamne pas du tout leurs actions moralement, qui sont souvent légitimes et symboliques, comme le fait de casser des banques, se battre contre la police, etc. En fait, on le ferait nous-mêmes, en tout cas notre courant, si on pensait que ça permettait de lutter efficacement contre le capitalisme. Mais du coup, notre critique n'est pas tant morale que stratégique. Et le deuxième aussi parenthèse que je voulais faire, c'est que si les autonomes ont une influence importante sur les universités et dans les ZAD, actuellement en France en tout cas ils ne sont pas encore très implantés dans la classe ouvrière, on pourrait dire, et donc en ce sens-là ils ne sont pas les principaux responsables de l'échec des mouvements récents. En effet, le vrai problème, si on pouvait résumer, c'est la grève perlée et pas le McDo cassé, quoi. En revanche, au sein des universités, on peut analyser qu'ils impulsent une orientation néfaste pour les mouvements étudiants. Donc voilà, dans les quelques minutes qui me restent, je vais revenir sur le mouvement étudiant, notamment sur la loi travail et la loi Vidal. Donc pour commencer, quelques différences entre ce qui s'est passé entre 2016 et 2018, entre ces deux mouvements. En fait, en 2018, les AG ont été bien plus massifs qu'en 2016, et il y a eu des occupations, et inversement, la présence en manifestation était plus faible. Donc je vais développer deux questions, la question des occupations et la question de la démocratie. Sur la question des occupations, en fait, les autonomes expliquent et même revendiquent cette faible mobilisation en manifestation comme une conséquence des occupations, qui étaient selon eux des territoires à défendre. Ça fait écho à ce que je disais au début, qui est le but ultime de certains nombres d'entre eux.
En fait, selon eux, il n'y avait plus besoin de sortir en manifestation, alors qu'en 2016, le cortège de tête s'était créé pour pallier au manque de territoire et en créer un éphémère le temps de la manifestation. Je vais citer juste un article de Paris Lutte Info, un site autonome, qui explique bien ça. L'occupation étant actée à Tolbiac et dans de nombreuses autres facs en France, un territoire fut établi et il n'était plus nécessaire d'en chercher un au sein de la manifestation. Ça explique bien ce que je dis. Donc on voit ici de manière très concrète ce qu'impliquent les stratégies autonomes qui reviennent souvent à inverser la fin et les objectifs, c'est-à-dire les objectifs, le retrait dans heureux, le fait de faire émerger un mouvement d'ampleur, et les moyens, ici l'occupation. Pour eux, les revendications et le mouvement sont un moyen pour occuper les vagues, et non pas l'inverse. Et les occupations étaient surtout un moyen pour eux de vivre autrement, ici et maintenant. Si on ne doit pas négliger cet aspect, qui est quand même souvent inversement un des défauts de notre courant, je pense, de négliger cet aspect de vivre ensemble, cela a mené certains autonomes à délaisser les manifestations et à ne pas voir la massification et l'extension du mouvement et de la convergence des luttes la seule issue par le haut possible pour éviter le pourrissement du mouvement et la marginalisation des occupations suivies d'expulsions policières. Donc voilà, les occupations étaient gérées par les autonomes surtout comme des lieux de vie et non pas comme une base avancée pour organiser la lutte vers l'extérieur, comme ont pu l'impulser certains camarades du NPA en organisant des débats, des cours alternatifs, des meetings et des soirées ouvertes à tous, mais surtout en invitant d'autres secteurs comme les cheminots pour tenter des jonctions et des solidarités bénéfiques aux deux mouvements. Voilà, donc là j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais un peu sauter la fin de ma partie sur les occupations et je vais passer à la question de la démocratie qui est quand même assez importante pour moi et qui est un changement par rapport aux autonomes, je pense, dans les années 70-80, qui est une des nouveautés au cours des derniers mouvements étudiants et la contestation de plus en plus systématique des autonomes par des assemblées générales qui constituent pourtant une forme d'auto-organisation à la fois basique et fondamentale et qui permettent une gestion démocratique de la mobilisation pour déterminer collectivement la meilleure stratégie pour gagner et diriger le mouvement. Donc ces assemblées générales étaient pourtant des acquis de longue date du mouvement ouvrier, descendant lointain des soviets. Et voilà, on est loin du temps où les centres autogérés des autonomes italiens se voulaient être des soviets des temps modernes. Je vais faire une petite citation de l'ex-réaction qui vient. Un autre réflexe est, au moindre mouvement, de faire une assemblée générale et de voter. Nous subissons là le mauvais exemple des parlements bourgeois. Voilà, donc c'est ça un peu les critiques qu'ils nous font. Et voilà, nous je pense qu'en tant que militants du NPA, notre responsabilité pour contrer ces discours et être audibles, c'est de développer leur auto-organisation et d'argumenter publiquement face à eux, et ne pas tenter des petites magouilles de temps en temps, comme c'est parfois le cas dans les cadres d'auto-organisation. Rapidement pour conclure, si je prends vraiment une minute, il y a quand même des raisons objectives du renouveau des autonomes. S'ils ont le vent en poupe, c'est pas que notre faute parce que nous on n'a pas été assez bons. C'est aussi, il y a des raisons objectives, donc, notamment la chute de l'URSS et l'échec des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier et la crise du PCF et des syndicats. Il n'y a plus de confiance généralement dans les partis politiques. Si le Parti communiste avait construit une identité ouvrière forte et pris en charge une partie de la culture populaire, le stalinisme, la chute de l'URSS et la crise générale du mouvement ouvrier a entraîné une crise de la conscience de classe, se traduisant par un vide identitaire et la recherche de nouvelles formes d'épanouissement personnel et de bonheur quotidien chez les travailleurs. Voilà. En fait, les autonomes tâchent de répondre à cette recherche d'épanouissement personnel de manière à la fois subversive, mais aussi minorisante. Et en mettant au centre ces questions, ils viennent à sous-estimer la question du pouvoir et ne plus avoir de plan clair pour renverser la société dans son ensemble. Cela dit, en cherchant l'émancipation dans tous les aspects de la vie, ils tentent de répondre à des questions que se posent les gens au quotidien et auxquelles nous aussi devrions être capables de répondre en développant une contre-culture, une production artistique forte, théorique et programmatique. Nous aussi, on doit être capable de laisser entrevoir le monde qu'on veut construire, tout comme eux essaient de le faire, et on doit être porteur d'un projet vivant. Enfin, l'autonomie aujourd'hui, quand même, c'est les cortèges de tête, et je pense que c'est un peu réducteur de penser que dans les cortèges de tête, il n'y aurait que des black blocs, que des autonomes, et que, justement, dans la composition, il y a des équipes syndicales. Il y a des équipes syndicales, il y a des gens qui en ont marre, derrière d'être des banderoles syndicales, où ils se sentent plus représentés par les organisations et qui veulent manifester mais en dehors des organisations. Ils en ont marre de la répression policière, ils en ont marre des NAS à chaque manifestation comme on a pu connaître pendant la loi travail et après contre la loi El Khomri pendant le Nuit debout. Et aujourd'hui c'est un phénomène qui est un phénomène de masse, c'est-à-dire que quand on a un tiers de la manifestation qui est devant, qui ne participent pas forcément directement au cassage de vitrines des banques ou des compagnies d'assurance ou des panneaux de mais qui, par leur seule présence et la reprise de mots d'ordre
un des principaux mots d'ordre dans les cortèges de tête, c'est A, anticapitaliste. Et là, on se dit, putain, je suis au LPA, je me suis bourré de cortège. Non, t'es dans le cortège de tête, t'es avec ce que, avec mépris, les trotskistes ont toujours appelé les totos, c'est-à-dire, quand il y a une impossibilité de caractériser un mouvement, eh ben on dit, bah, c'est les totos. Mais c'est quoi les totos? Les totos, ça vient de la classe ouvrière. Marx, il disait, quand il parlait de l'autonomie ouvrière, il disait un mouvement historique autonome de la classe. Et ça a été repris par l'ensemble des penseurs marxistes. Ça a été repris aussi par le mouvement syndicaliste révolutionnaire et l'anarcho-syndicalisme de la fin du 18e à la constitution de la CGT jusqu'au 19e, jusqu'à le congrès de Reims, dans lequel il y avait encore l'abolition du salariat, il y avait encore le sabotage, la propagande par le sabotage, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement encore, à cette époque-là, des références de pans entiers du mouvement ouvrier qui se déterminaient pour une rupture claire et nette avec les institutions. Parce que l'autonomie ouvrière est celle qui a été développée en Italie, qui venait aussi des usines. Et je pense que il faut pas donner un aspect purement marginal de ce qu'était l'autonomie. Quand on voit le nombre d'ouvriers des brigades rouges qui ont subi des dizaines, des vingtaines d'années de prison, qui ont été torturés, essentiellement, c'était des militants ouvriers qui venaient de la FIAT, mais pas seulement. C'était aussi des comités de précaires. Mais c'était une organisation qui est moins petite bourgeoise que l'ONPA, au niveau sociologique, quoi, tout simplement. Donc il faut arrêter de caricaturer en disant que les totos, ils viennent des universités, ils ont lu 3 textes situationnistes et puis ils se sont mis à écrire, et que, voilà, quoi, ça serait une expression comme ça, spontanée, dans laquelle ils n'expriment que leur volonté un peu individualisée de contre-culture et de choses comme ça. Je pense que c'est faux. En France, l'apparition d'un mouvement autonome que moi j'ai connu parce que j'ai adhéré rapidement, c'est après l'après-mai 68. Après mai 68, on a une floraison d'organisations qui se forment, qui se développent. Mais sur quelle base elles se développent? Elles ne se développent pas évidemment pour aller faire des élections tous les 7 ans, ou elles se développent simplement pour dire après mai, il faut se battre. Il faut se battre, il faut continuer la lutte et il faut enclencher un processus révolutionnaire. Et donc il y a floraison d'adhésion dans les différentes organisations, qu'elles soient Mao comme la gauche prolétarienne, la principale, qu'elles soient trotskistes avec une variété, lutte ouvrière, Hello, même les lambertistes, ils en ont profité de mai 68 alors qu'ils avaient appelé à rentrer chez soi le soir des barricades. Bon, il y avait une floraison d'organisations, il y avait des anarchistes. Il y avait des anarchistes, on avait à la FA, on avait à l'organisation révolutionnaire anarchiste, qui a donné après l'OCL, l'organisation communiste libertaire, qui est elle-même l'ancêtre de Alliance libertaire via l'UTCL, et une OCL maintenue qui continue, qui a des groupes qui interviennent en France, ils sont très peu nombreux, mais ils continuent, il y a eu une continuité politique. Et donc, on se retrouve avec une crise importante qui est de gérer les rêves d'Homère en leur donnant une continuité permanente et une activité permanente. Et ça a duré pendant quelques temps, c'est-à-dire que tout le monde a joué sur l'ambiguïté de la violence, y compris la LCR. Je dirais même surtout la Ligue communiste à l'époque, pas la LCR. C'est-à-dire qu'on avait un service d'ordre qui allait foutre le feu au consulat des États-Unis, enfin casser le consulat des États-Unis, qui faisait des actions internationalistes extrêmement importantes, pas risquées, qui se confrontait avec les fachos tous les dimanches sur les marchés, et qui agissait comme... en fait, vous voyez, bon, l'espoir n'est pas fini, on continue à se battre à un niveau qui fait qu'à ce moment-là, la répression était moins forte après mai 68, et donc c'était possible de maintenir cette ambiguïté, c'est-à-dire on jetait des coques en se disant que bon, si on se fait prendre, on va faire 1 ou 2 mois, mais que ça n'aura pas plus de conséquences, qu'on n'avait pas traîné devant les assises ou quelque chose comme ça. Et il y avait la mythologie des services d'ordre,
Je pense que Mon verre à 30 ans, bon, c'est un film que certains ont vu, le démontre, même si Boublil est un connard, mais bon, ça c'est autre chose. Mais il y avait véritablement une mythologie. Et ce coup d'arrêt des possibilités de ce qui était encore possible dans l'affrontement avec l'État, il a été, le coup d'arrêt, ça a été l'année 73, par exemple, où, en ce qui concerne les trotskistes, je rappelle que les trotskistes en Italie, on n'avait pas du tout, comme ça. Mais en ce qui concerne les trotskistes en France, qui est un des pays européens où il y a le plus de trotskistes, et dans le monde aussi, d'ailleurs, il y a eu donc cette fameuse dissolution de la Ligue communiste après avoir attaqué un meeting d'ordre nouveau, la Mutualité. Un meeting qui était contre halte à l'immigration sauvage. Ça ne nous rajeunit pas, mais on est à peu près dans le même tempo en ce moment. C'est vraiment les mêmes thèmes qui sont toujours rabâchés. Bon, il y a eu une manif de 5000 personnes casquées, qui est partie de la fac de Censier, qui a remonté toute la rue des écoles en se faisant l'écart un par un, en rentrant même dans les cars qui étaient ouverts pour piquer des plexiglas et tout ça, parce que les flics s'étaient tirés, la force de feu était trop importante. Ils ne pouvaient pas tenir quand tu prends 40 coques en même temps. La belle unité de police qui n'avait même pas des vêtements inifigés à l'époque, ils se cassaient en courant. Et après, ils réussissaient à stopper les meutes avec une intensification des grenades lacrymogènes où ça devenait quelque chose de... Voilà. Donc ça, première base, donc cette dissolution. En même temps, il y a un groupe qui s'appelle la gauche prolétarienne qui fait énormément de boulot. Elle se constitue en 68, elle va se dissoudre en 74, mais pendant ces 4 ans, ça va être une guerre populaire prolongée, comme il le disait, c'est-à-dire la longue marche, ils traversent toute la France, ils font la Bretagne, ils vont un peu partout. En même temps, ils ont une politique d'établissement dans les boîtes de l'industrie. Ils essayent véritablement de continuer même, mais avec un frein politique à tout ça, qui est la montée de l'union de la gauche comme perspective à peu près crédible dans des milieux importants, avec un parti communiste qui est vachement fort, qui est dans toutes les boîtes. À Renaud-Billancourt, les camarades, ils se tapent avec les militants de la CGT. Si on sait que tu es gaucho et que tu es à Billancourt, c'est un Mao, tu risques de finir très très mal. Et d'ailleurs, il y a un Mao qui a fini très mal, c'est Pierre Auvernet qui s'est fait flinguer à la porte des usines Renault par Tramoni en 72. 8 mars 72. Et où ça a amené une grosse contestation avec le PC qui en rajoutait, même qu'on gueulait dans les manifs, ouais, marchait mieux qu'en 68. Enfin, on était dans une opposition directe avec les staliniens à l'époque, parce qu'après, bon, le PC d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ça, évidemment, sauf dans certaines traditions, mais extrêmement marginalement. Et il avait été dit, dans cette manif, qui était la manif qui a suivi la mort de Pierre Auvernet, où on l'a accompagné en manif jusqu'au Père-Lachaise, c'est « Nous vengerons Pierre Auvernet ». Chose qui a été faite par un mouvement de l'autonomie qui s'appelait l'ENAPAP, noyau armé pour l'autonomie prolétarienne, qui a flingué donc Tramoni au cours d'une action qu'ils ont revendiquée et pour laquelle ils n'ont pas pu être condamnés parce que il n'y avait pas de preuves permettant de justifier tel ou tel. Alors l'ENAPAP, pour revenir aussi, parce que ça faisait partie de l'autonomie, donc c'était des camarades qui étaient mus par la solidarité internationaliste et qui, par exemple, avaient fait des attentats contre un représentant de la SAVAC, du Chadiran, un représentant de Oufkir qui était sous la dictature au Maroc. Il y a eu des officiers turcs, enfin des choses comme ça, des revendications de ce type-là, quoi. Et en même temps, parallèlement dans l'autonomie, il y avait aussi des actions armées qui visaient des cibles territoriales. Par exemple, il y avait eu dans le 14e arrondissement une volonté de rénover le quartier, c'était la CIMEREP qui faisait ça à l'époque. Il y a eu toute une campagne qui était de sabotage des bulldozers et des grues et de toutes ces choses-là qui étaient brûlées systématiquement.
Et ça, c'était couplé avec une politique de squat. C'est-à-dire qu'il y avait des squats dans le 14e, dans le 13e, dans le 18e évidemment, dans le 10e. Il y avait des squats, dont des squats d'habitation, c'est-à-dire que c'était avant le DAL. Avant le DAL, il y avait le comité de lutte des mal logés qui s'appropriait d'occuper un immeuble, d'y mettre des familles à l'intérieur et de le défendre. Ça, c'était des actions de l'autonomie. C'était pas je vis ma petite vie tranquille en fumant mon joint, comme il a été dit. C'était des actions concrètes. Il y avait ça. Il y avait par exemple contre l'accaparement par Jean-Claude Decaux de tout le mobilier urbain. Il y avait des nuits bleues dans lesquelles on cramait 80 panneaux Decaux, des grands panneaux, là, on le revendiquait. Enfin, il y avait ça. Il y avait en même temps une prise en charge de la violence par l'autonomie, et en même temps la création de groupes armés, dont le plus important a été Action Directe, évidemment, dont vous avez peut-être entendu parler, mais si c'est par le prisme de la presse bourgeoise, je pense qu'il y a plein de trucs qui doivent être revus, corrigés et réanalysés. En tous les cas, là, pour la première fois, il y a un bouquin qui est sorti de Jean-Marc Rouillon, qui a déjà écrit d'autres bouquins sur la prison, sur sa vie militante, mais là qui concerne vraiment 10 ans de l'ensemble des actions d'Action Directe, avec des trucs exclusifs dans lesquels il prouve que c'était une organisation qui était implantée, bien sûr, au niveau national. Hein, c'est pas les 4 de Victime-Loge qui faisaient Action Directe, c'était plus d'une centaine de militants, dont des militants légaux, des militants illégaux, qui avaient évidemment un lien avec l'autonomie, c'est-à dire que les gens qui ont été arrêtés, aussi bien des NAPAP que d'Action Directe, que de collectifs autonomes, qui se sont fait gauler après avoir fait une banque d'eux ou des choses comme ça, ils faisaient partie du mouvement. C'est des gens qu'on voyait en réunion. Il y avait une fraction, un temps dans l'illégalité dans lequel il y avait eu des camarades qui ont été forcés de prendre la clandestinité, mais il y avait aussi une vie politique importante. Nous, on se réunissait toutes les semaines à Camarades. Camarades, c'était les représentants de l'autonomie italienne négriste, mais pas seulement. Et donc, les anciens militants de la GP qui sont veufs, qui sont orphelins, pardon, d'une organisation, quand la gauche prolétarienne est dissoute, où ses dirigeants décident de s'abandonner l'organisation, ils décident de continuer. Et ça, c'est la base de l'autonomie. Ce sont des collectifs de base, avec des collectifs de travailleurs mauriciens, de nettoyeurs du métro, de bandes de camarades qui vivent dans la banlieue parisienne, et des militants importants, des militants du MTA, Mouvement des Travailleurs Arabes, qui luttent sur les quartiers, qui luttent contre les marchands de sommeil qui sont en lien complet avec le gouvernement algérien, qui continue à leur faire vivre des vies impossibles dans les foyers. En même temps, on organise, et ça c'est bien, j'étais encore à Révolution, qui était une scission de la Ligue à l'époque, au tout début. On donne naissance, et moi je pense que ça fait partie du bilan positif de l'autonomie, on donne naissance à une organisation autonome africaine qui s'appelle Révolution Afrique, qui a implanté dans 7 pays africains. Et c'est pas venu comme ça, c'est pas une résolution du BP de je sais pas qui a organisé ça, c'est simplement, on avait des liens militants en luttant sur la question du logement, en luttant sur la question du racisme, en luttant sur les foyers, qui faisait qu'on avait la confiance et que c'était nos potes de combat, et que c'est comme ça que s'est développée l'organisation, une organisation, je le dis, encore importante, immortalisée par François Béranger dans Mamadou Madi, parce que le Mamadou en question, c'était un des principaux dirigeants de Révolution Africaine. Voilà. Sans quoi donc, il y avait ça, et il y avait des collectifs d'entreprise dans l'autonomie. Moi j'étais dans un collectif d'entreprise, à la boîte où je bossais, il y en avait dans des banques, dans des assurances, il y en avait à Peugeot, il y en avait à Michelin, il y en avait à Renault, il y en avait à Citroën. C'était un mouvement qu'on ne pouvait pas caractériser dehors de la classe. Moi, je connais très peu de petits bourgeois avec lesquels j'ai milité pendant ces temps-là. J'en connais pas. Et donc, cette autonomie, elle a trouvé ses limites. Il me reste combien de temps ? 5 minutes. Elle a trouvé ses limites dans la mesure où, je disais, il y avait une proposition politique qui était quand même extrêmement prégnante, extrêmement plombante, qui était l'Union de la gauche. L'Union de la gauche qui donnait une perspective crédible à une partie de l'électorat, tout simplement. Je ne parle même pas de la classe ouvrière, je parle de l'électorat. Il y avait aussi en même temps
les premières restructurations dans la sidérurgie, qui fait que nous, on s'est impliqué complètement dans le soutien aussi bien à Denain qu'à Longwy, avec les travailleurs de la sidérurgie. Ça veut dire des affrontements extrêmement durs sur place entre les sidérurgistes, nous et la police. Ça voulait dire un soutien logistique, leur apporter tout ce qu'ils avaient besoin, qui culmine avec une manifestation qui tourne à l'émeute sur les grands boulevards à Paris où les sidérurgistes montent, où effectivement toute l'avenue de l'Opéra est dévastée. On a quelques arrestations, quelques camarades qui font quelques mois de prison, mais c'est rien à côté de ceux qui en ont fait une vingtaine. C'est pas ça. On se bat aussi sur la question du nucléaire. Par exemple, à Crest-Malville, il y a une manifestation nationale pour empêcher la construction du supergénérateur. Et là, c'est un rendez-vous de toute l'autonomie. L'autonomie italienne, en partie, qui monte sur Crest-Malville, l'autonomie allemande, via les réseaux que tu as nommés, Sodome, tout ça, et des collectivités impérialistes en même temps on se rejoint. On se rejoint et on se bat férocement avec les flics, alors que l'extrême gauche appelait à pas aller plus loin que le champ labouré et tout ça. Bon, ça s'est terminé par un mort, un camarade de l'AFA, Vitaly Michalon, qui laisse sa peau. Et puis un camarade français, Michel Grandjean, qui a le pied arraché par une grenade offensive. Et un Grundden allemand qui se fait arracher la main en voulant rejeter une grenade. Bon, mais ça a été aussi une répression extrêmement dure. Quoi. Au niveau de l'affrontement direct, c'était quelque chose d'important. Mais donc c'est pour dire qu'on investissait tous les champs de la vie, c'est-à-dire aussi bien dans les boîtes, on se coltait avec les bureaucraties syndicales, là où on avait la possibilité de le faire, aussi bien sur le terrain de la rénovation urbaine et des machins comme ça, toutes les tentatives de boboisation de près, des boboisations à l'époque, on les a combattues. Le soutien aux travailleurs immigrés, et le lien avec eux, j'en ai parlé, mais il y avait aussi une question internationale, c'est-à-dire que pour nous, il était impensable qu'il puisse y avoir une révolution en France, et pas dans toute l'Europe, et encore moins dans le monde entier. Et ça, c'est une constante qu'on a gardée. Je ne sais pas ce que représente l'autonomie aujourd'hui, parce que j'ai très peu de liens, moi, avec Coupa et compagnie, je les ai rencontrés comme ça, mais je pense qu'à chaque époque, son apport, et que de toute façon, ce que je dis, c'est les cortèges de tête, effectivement, devraient nous interroger beaucoup plus qu'on ne le fait, parce qu'on les caractérise trop vite, alors qu'il est en train de se passer quelque chose, au niveau des recompositions, au niveau de l'abandon des références traditionnelles aux organisations réformistes. Je pense qu'il y aurait plein de choses à aborder à propos de l'autonomie, et notamment de voir quelles sont les potentialités quand une jeunesse se radicalise comme ça. Malheureusement, voilà, on n'a tous pas beaucoup de temps, et donc je me concentrerai essentiellement sur les points qui me semblent problématiques. Donc, la première des choses, c'est évidemment parler du courant autonome. C'est quelque chose qui est complexe, puisque effectivement on parle plutôt d'une mouvance autonome, et qu'il n'est pas évident de trouver le point commun entre les différents groupes autonomes, même si il y en a. Bon, à mon avis, je suis assez d'accord avec Sandro sur le fait qu'il y a une rupture quand même entre l'autonomie ouvrière italienne, et à mon avis, vu ce que Alain en raconte, aussi avec l'autonomie française, on va dire dans les années 70-80, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui et qu'on appelle les autonomes. Par exemple, bon, si on prend comme point commun des autonomes le fait de refuser la structuration dans des partis ou des syndicats, donc des organisations politiques ou syndicales, on voit bien qu'il y a une rupture avec l'autonomie ouvrière italienne, notamment surtout au tout début au niveau des opéraïstes, qui posait clairement la question du parti, voire même du parti léniniste. Mais effectivement, ils refusaient les syndicats en tant qu'outil de cogestion du capital. Il faut voir que l'évolution du courant autonomiste italien s'est posée, je ne reviens pas en détail là-dessus, mais je trouve que voilà, les éléments que donnait Sandro étaient très clairs, c'est-à-dire dans un contexte particulier, les défaites des grandes grèves, l'irruption d'un mouvement des précaires, parce qu'il y a toute une série de la classe qui se retrouve en fait, on va dire, un peu en dehors des rapports traditionnels de l'appareil de production. Mais donc, on va avoir un basculement
quand même qui est très important, qui passe en fait de la théorisation de l'ouvrier masse, qui est l'ouvrier industriel, à l'ouvrier social, mais avec ce basculement-là, c'est pas juste qu'on s'intéresse aux précaires, c'est qu'il y a une sortie progressive de l'usine, et y compris des militants ouvriers. Et parce que il faudrait donc refuser le travail, refuser l'aliénation au capital. Et les courants autonomes, à mon avis, il faut le regarder comme le produit d'une époque, le produit d'un contexte, et on voit bien qu'on a eu un passage d'une époque où on avait des mouvements de masse à la fin des années 60, début des années 70, et à la fois des appareils du mouvement ouvrier qui sont très bureaucratiques, qui sont très stalinisés, et avec le passage à la fin des années 90, début 2000, avec clairement, effectivement, l'effondrement de l'URSS, mais aussi l'effacement progressif de la visibilité du clivage de classe. Et la victoire, d'un point de vue idéologique, d'une pensée post-marxiste, d'une pensée post-moderne, en ça qu'elle ne pense plus et qu'elle efface le sujet de la classe qui a été quand même très fort tout au long du XXe siècle. Et c'est pour ça que quand on regarde le parcours de Tony Negri, par exemple, qui théorise l'ouvrier masse dans les années 60, donc de se concentrer sur l'ouvrier industriel, et qui passe au concept de multitude et d'identité multiple, qu'il définit par ailleurs lui-même comme un concept de classe parce qu'il continue à avoir une base marxiste, mais différent, et il le dit lui-même, différent de la classe ouvrière. Le deuxième élément, à mon avis, qui est important, c'est de voir qu'il y a une tension permanente dans les courants autonomes entre à la fois le fait de se vivre comme révolutionnaire. Nombreux des courants autonomes sont ceux qui refusent la prise du pouvoir parce qu'ils refusent en fait, parce qu'ils pensent qu'il faut détruire le pouvoir. Par ailleurs, il y a d'autres courants autonomes qui envisagent la prise de pouvoir, mais il y a toujours une tension permanente entre la révolution et donc la mise en pratique de l'insurrection et la prise d'espace et donc l'introduction d'éléments d'utopie. Et donc, je ne vais pas revenir dans le détail sur quel courant pense ça, mais à mon avis, il y a des marqueurs, on va dire, un peu généraux qui sont issus de réflexions qui sont, à mon avis, réelles, matérielles, mais qui, à mon avis, posent problème. Le premier problème, c'est la façon de voir le capitalisme comme un système de domination constante où l'aliénation serait totale, et notamment, c'est toute la question autour du fait qu'on est entré dans une phase où en fait chaque individu serait aliéné par le système capitaliste, voire ce qu'ils appellent l'empire, et l'empire c'est le stade suprême, on va dire, de l'impérialisme. Alors c'est pas complètement faux, c'est-à-dire que voilà, on voit bien que il y a qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que disent les autonomes, mais le problème c'est qu'il n'y a plus du tout de pensée dialectique, de voir par exemple les puissances impérialistes comme en contradiction parfois les unes avec les autres. Donc l'empire est total, tout le monde est dominé, tout le monde est aliéné au même niveau. Et ce qui est surtout, donc il n'y a pas de dehors à l'empire, je reviendrai là-dessus, mais surtout il y a ce qui est nommé comme participant à l'aliénation, voilà, c'est la création de fétiches, c'est la réification des rapports sociaux, et donc le fait de se baser uniquement sur une critique de la société de consommation, et tout. Le problème est la question de la marchandise. Et c'est pour ça, je reviens en partie sur ce que Sandro a dit, c'est pour ça qu'il y a une focalisation sur les seuls moments en fait où est discutée la classe ouvrière, c'est en ça qu'elle est en capacité de bloquer la circulation de la marchandise, la circulation de la valeur. Et donc, il y a une confusion sur qui est acteur d'une grève, et je pense que cette confusion elle existe
dans un slogan comme « on bloque tout », qui n'est pas uniquement un slogan autonome par ailleurs, mais parce que, en fait, dans « on bloque tout », il y a un effacement complet du sujet de classe, et donc il n'y a pas de prise de conscience de la question d'où on se place dans l'appareil de production. Et à mon avis, c'est une tendance lourde aujourd'hui dans les mobilisations, et ça entraîne en particulier des luttes délégataires où il n'y aurait plus besoin de grève. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est réel, c'est-à-dire que quand on bloque les axes routiers, quand on bloque les axes ferroviaires, quand on se concentre sur la circulation de la marchandise, il est vrai en fait qu'on peut bloquer l'économie et gagner. Mais en fait, le principal problème, c'est que pour nous, la grève, ce n'est pas seulement à propos de bloquer l'économie, parce que la grève, c'est aussi réussir à faire progresser le niveau de conscience pour que les travailleurs et les travailleuses s'organisent collectivement, la remise en cause du pouvoir à l'intérieur de l'entreprise, la création par l'autogestion, la mise en place d'instances de double pouvoir, et la mise en place de l'expérience d'une démocratie ouvrière, et donc la capacité de comprendre qu'on peut construire une autre société. Et évidemment, on passe à une étape caricaturale. Je ne reviens pas complètement dessus parce que Renaud va en parler aussi à propos du comité invisible, mais je pense que c'est vraiment l'étape caricaturale par rapport à la vision de la classe. C'est que chez le comité invisible, et en particulier, on va dire, dans leur première revue autour de Tikkun, on va avoir tout un langage élitiste qui se met en place, et qui reprennent évidemment le terme d'empire comme stade suprême. Il l'est dit, il n'y a plus de dehors à l'empire, mais surtout l'ouvrier à ce moment-là est assimilé au Bloom, qui est le Bloom, à mon avis, le concept de servitude volontaire poussé à son maximum. Et là, on a toute la question, les Bloom sont définis comme les non-hommes, les non-plus-hommes, qui ont renoncé à rêver ou ne parviennent plus à penser. Et là, dès lors, on comprend qu'on n'essaye plus de convaincre les ouvriers vus comme aliénés, puisque d'ailleurs ils le disent dans Contribution à la guerre en cours, nous n'avons rien à dire aux citoyens de l'Empire. Et donc, en fait, là, on retrouve quand même quelque chose qui sont marquants dans les Black Blocs, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de convaincre ou de s'adresser à l'ensemble des gens qui luttent, quel que soit leur faible niveau de conscience. On ne s'y adresse pas, et d'ailleurs, on se dissimule. Et la dissimulation, c'est quelque chose qui est très fort, parce que ça veut dire qu'on ne revendique pas des actes, parce que quand on revendique des actes, on essaye de convaincre d'autres que ces actes-là sont légitimes. Enfin, le refus des organisations ne se limite pas seulement à ne pas s'organiser soi-même, à refuser d'être organisé soi-même. En fait, il tend à refuser de s'organiser aussi avec les travailleurs et les travailleuses qui sont eux-mêmes organisés. Et ça, c'est une position de principe, c'est-à-dire les organisations politiques et syndicales sont vues comme des constituantes intégrantes du système capitaliste de l'Empire. Et donc il y a une opposition par principe au front unique. Bon, j'ai pas complètement le temps de développer. Une opposition constante au front unique, alors qu'évidemment pour nous le front unique c'est aussi des éléments qui font progresser la conscience de classe, mais aussi à toute constitution toute organisation de la démocratie ouvrière, puisque dans la démocratie ouvrière, forcément, il y a la question de la mise en place d'un autre type de pouvoir, d'un double pouvoir, et il refuse le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il refuse, le plus caricatural, évidemment, c'est les appellistes qui veulent pas d'assemblée, mais il y en a d'autres qui veulent bien des assemblées, mais qui ne veulent pas de comité de mobilisation, pas de comité de grève, etc. Et ça, à mon avis, c'est cette question-là, c'est à nouveau la question du pouvoir. Et la critique du pouvoir, en fait, elle devient de fait une question d'une avant-garde qui est une élite, qui est la seule, en fait, à se vivre comme non aliénée à l'Empire. Pourtant, ils définissent le système capitaliste comme un système de domination totale, un système d'aliénation totale, et pourtant, eux se retrouveraient magiquement pas aliénés, pas dominés, et comme des gens qui auraient la conscience de ce qu'il faut faire pour être en dehors de cette aliénation.
Et donc, évidemment, enfin, c'est la question du parti comme qui est pour nous, évidemment, la question de la prise du pouvoir. Et donc, en refusant le parti, c'est refuser, évidemment, la prise du pouvoir, puisque, comme le dit Daniel Ben Saïd, le parti, pour nous, c'est l'articulation entre les mouvements de conscience et relié à une hypothèse stratégique. Donc, je le disais dans mon introduction, il y a une tension entre la prise d'espace, la volonté d'occuper des espaces et l'insurrection. Donc, à mon avis, ce qui relève à la fois d'un socialisme utopique, voilà, de courant de pensée utopique, à la prise de pouvoir, à la révolution. Et donc, on se retrouve à la fois à la mise en place d'une stratégie permanente de l'insurrection et à la fois une prise d'espace de désertion de l'empire, de désertion du système. Et donc, ces deux stratégies. Alors, j'ai pas beaucoup le temps de revenir sur les prises d'espace, il faudrait revenir dans le détail parce qu'il y a plusieurs prises d'espace. Les prises d'espace, ça peut être quoi? Ça peut être dans les occupations. Évidemment, on a eu la question des occupations de fac. Dans les zones à défendre, dans les squats, dans des communautés reculées, comme par exemple la communauté d'Arnac en a été un exemple, mais il y en a eu bien d'autres. Et donc, en fait, ici, il y a un retrait, à nouveau, de la question de la production. Il y a à nouveau un retrait de la stratégie, ce serait de se retirer tous en masse du travail, et donc, à nouveau, de se retirer aussi des liens organisationnels, collectifs, qu'on a sur nos lieux de travail, dans nos entreprises. Et donc, là, je reprendrai encore une fois Daniel Ben Saïd dans Pensée utopique et stratégie, qui dit « On n'a jamais vu d'évasion en masse de la condition ouvrière. Il y a des évasions involontaires par exclusion et des évasions volontaires par trajectoire personnelle. Mais le problème, c'est de briser le rapport d'exploitation et de domination qui l'impose. » Et par ailleurs, il y a aussi toute une critique de la modernité. Alors je le disais, il y a la critique de la société de consommation, mais qui se fait particulièrement, en tout cas dans beaucoup de courants, même si bon après, personne n'a une contradiction près. Je pense qu'on peut voir qu'il y a aussi des groupes Facebook autonomes qui n'ont pas de problème à continuer, mais c'est vrai qu'il y a toute une idée l'idée on est surveillé de partout, la surveillance est totale, qui encore une fois, qui n'est pas quelque chose de faux, mais du coup, il y a des fois le refus en fait d'une pensée dialectique, c'est-à-dire de comprendre les contradictions du capitalisme. Et donc on se retrouve dans une position morale où en fait on va critiquer les habitudes de consommation, le consumérisme et en fait l'aliénation de nos frères de classe. Enfin, pour mon dernier élément, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a eu beaucoup, je pense, de discussions dans le mouvement étudiant, mais je ne vais pas parler spécifiquement du mouvement étudiant, mais plus c'est la question de est-ce que les autonomes ont le droit de se dire révolutionnaires, est-ce qu'ils sont vraiment révolutionnaires, est-ce qu'ils ne sont pas révolutionnaires? Et en fait, à mon avis, cette question-là, elle n'est pas tellement pertinente. Parce que je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a eu un refus de la prise du pouvoir, mais encore une fois, la majorité, en fait, veut faire la révolution. Et a une volonté de faire la révolution. Et donc, à mon avis, ce qui est important, c'est de discuter de leur hypothèse stratégique. Et donc, il y a deux éléments sur l'hypothèse stratégique, à mon avis, qui est commun à tous les courants autonomes. Aujourd'hui, hein, je ne parle pas encore une fois de l'autonomie passée, mais aujourd'hui, qui est à mon avis, d'une part, la question de « on s'en va tous du capital », donc je l'ai développé, et l'autre, et d'ailleurs, pardon, je reviens là-dessus, sur on va tous sortir du capital et comment on attaque le capital, ça restera soit on sort du capital, on sort du rapport au capital, soit on attaque des symboles du capital, mais sans jamais l'attaquer en son cœur. C'est-à-dire, typiquement, on casse une banque, on fait j'en sais rien, moi, ça s'est vu à d'autres moments de l'histoire, un acte violent sur un symbole du capitalisme, en ayant quand même toute une série d'illusions sur l'impact que ça va avoir sur le capital. Et la critique de l'État, elle va se faire essentiellement via la question de la répression et de l'appareil
on va dire, l'appareil répressif judiciaire de l'État. Et donc en fait, détruire l'État va se focaliser essentiellement sur, on va dire, les manifestations les plus violentes de l'État, qui sont donc la police, et c'est une vraie critique, évidemment, que nous on pense que l'État est violent, mais donc pour abattre l'État, ils vont avoir une stratégie, on va dire, voilà, de violence et d'insurrection permanente par rapport à l'État. Et du coup, la violence devient l'unique et le seul moyen de détruire l'État, et ça devient quasiment une fin stratégique. Et pour nous, la question de la violence, on va dire, c'est pas du tout une question de principe ou une question morale. C'est vrai qu'Alain a donné plusieurs exemples d'actions violentes qui viennent aussi de nos courants politique, mais pour nous, la violence, c'est la question de la légitimité. La légitimité, en ce sens pas, est-ce que c'est légitime d'attaquer l'État? Pour nous, évidemment, c'est toujours légitime d'attaquer l'État, mais est-ce que c'est légitime aux yeux des gens, des gens à qui on s'adresse, c'est-à-dire de notre classe? Et donc, là, je reprendrai encore une fois, et je suis désolée pour ça, Daniel Ben Saïd, dans Le spectacle invisible, qui est un texte que je conseille à tout le monde, qui explique bien nos divergences avec les courants autonomes. Et il nous dit ceci, qui me semble particulièrement pertinent: le critère de jugement politique est de savoir si elle peut être revendiquée publiquement. Autrement dit, si elle peut être perçue largement comme légitime. Or, il n'y a pas de mesure exacte de la légitimité, et certainement pas celle des sondages, ni de tribunal unique de l'opinion, mais une multiplicité d'opinions qui sont l'enjeu d'une bataille et sont susceptibles de varier. Et enfin, sur la minute qui me reste, je voudrais avoir un point de précision pour conclure, que pour nous, l'insurrection est complètement différente de l'hypothèse stratégique révolutionnaire qu'on a mis en avant, qui est la question de la grève générale insurrectionnelle, qui est, comme l'a défini Ernest Mandel, qui pour nous est l'hypothèse stratégique qui justement, elle a mis en place du double pouvoir à l'intérieur d'une grève générale dont l'action est l'action des travailleurs et des travailleuses, elles et eux-mêmes. Et pour nous, à mon avis, le principal problème avec le courant autonome, mais qui est un problème de taille, parce que c'est à ce propos qu'est la révolution, quand on se pose comment on va faire la révolution, c'est toujours quel est le sujet révolutionnaire. Et en fait, c'est principalement cette rupture avec le mouvement ouvrier et cette rupture avec le sujet révolutionnaire de classe qui fait que même si on a des points, on va dire, d'accord, qui peuvent sembler idéologiquement d'accord avec le mouvement autonome, on a on pense, enfin, à mon avis, globalement, ça reste quelque chose de très problématique. Non, du coup, donc c'est Renaud, comme m'a présenté Sandro. Moi, j'ai fait le mouvement là, Tolbiac ces derniers mois. Donc du coup, ça permettait quand même de voir un petit peu ce qu'on appelle les autonomes dans la diversité à l'action. Et en fait, voilà, mon intervention elle est spécifiquement sur le comité invisible, qui est, on va dire, je pense, aujourd'hui, ça ne représente pas évidemment la diversité et l'autonomie, je pense que les différentes interventions l'ont montré, mais en même temps, je pense que c'est aujourd'hui la principale forme de résurgence de l'autonomisme en France, en tout cas la plus structurée. C'est-à-dire que c'est des gens, donc je ne sais pas si tout le monde connaît, mais qui sont d'abord structurés autour d'un groupe, Mimosa en a parlé, qui s'appelait Tikkun, qui est créé en 99 et qui est un groupe de réflexion philosophique, d'une certaine manière, c'est un peu comme ça qu'ils se défendent, et puis qui écrivent par la suite 3 ouvrages, L'insurrection qui vient en 2007, qui font vraiment plus leur manifeste politique, on peut dire, À nos amis en 2014 et maintenant en 2017. Et du coup, ils ont une structure, c'est-à-dire qu'ils ont un nom et des thèses qu'on peut identifier assez clairement, une analyse de la situation politique. Parfois c'est difficile à déchiffrer parce que c'est un langage très politico-poétique, mais par ailleurs, ils sont structurés dans l'action. C'est-à-dire que le groupe qu'on appelle les appellistes, qui sont un groupe clandestin, caché, etc., qui se revendiquent jamais comme tel, mais ils sont structurés dans l'action, c'est-à-dire qu'on peut les voir
dans l'Assemblée générale, défendre une ligne. Voilà, ce qui est quand même pas trop le cas, ou rarement le cas d'autres sensibilités autonomes. Enfin, en tout cas, ils ont une force de structuration qui est importante. Du coup, c'est un petit peu plus facile aussi de les présenter, parce qu'on peut remonter l'ensemble de leur conception. Et moi, je vais essayer en fait de faire une présentation de leur principale thèse, et ensuite de voir un petit peu d'où ils tirent leurs références un peu plus loin, quoi. Donc la première chose, c'est que sur les traits structurants, même, par rapport à la différence aussi avec les courants autonomes dont on a pu parler avant, c'est que eux, ils assument la rupture avec le marxisme. D'emblée, ça fait partie de leur principale caractérisation, et sur un sens de caractérisation de l'économie, de comment fonctionne le capitalisme, c'est-à-dire que eux, ils affirment que les frontières entre production, circulation et reproduction sont devenues tellement poreuses que les processus de production et de circulation de la valeur ont fusionné. Bon, je cite, pour peut-être clarifier un peu ce qu'ils disent, c'est dans Nos Amis, donc leur principal manifeste politique, ils disent « Les marxistes peuvent se rhabiller », donc voilà, si je suis pas trop chaud. Le processus de valorisation de la marchandise, de l'extraction à la pompe, coïncide avec le processus de circulation, qui lui-même coïncide avec le processus de production, qui dépend d'ailleurs en temps réel des fluctuations finales de la théorie du marché. Dire que la valeur de la marchandise cristallise le temps de travail de l'ouvrier fut une opération politique aussi fructueuse que fallacieuse. On voit que c'est toujours assez compliqué à lire, mais ce qui se devine là-dedans, on comprend, c'est-à-dire c'est la question du Fordiste finalement qui décrivent, c'est-à-dire de comment le capitalisme a réussi à améliorer les problèmes qui se posent entre la production et la consommation, et eux, en fait, la thèse à laquelle ça les amène, pour résumer un peu simplement, on pourrait rentrer dans le détail de la théorie marxiste, mais c'est de dire qu'en gros, c'est la fin des crises. C'est la fin des crises de surproduction du marxisme, telles qu'elles avaient pu être caractérisées, voilà, par Marx. Et du coup, c'est la conséquence logique, bon, ça a été un peu décrit, c'est évidemment la fin de la stratégie de la grève générale insurrectionnelle, parce que finalement il n'y a plus le moteur initial de la crise, et la fin du prolétariat comme sujet révolutionnaire. Et donc voilà, c'est ce que citait Sandro en disant « le blocage remplace la grève ». Toi tu avais cité la première phrase, je pense que la deuxième phrase est intéressante aussi, ils disent après, si le sujet de la grève était la classe ouvrière, celui du blocage est parfaitement quelconque, c'est ce que tu citais, et la deuxième phrase c'est n'importe qui décide de bloquer, et prend ainsi parti contre la présente organisation du monde. Et je pense que cette seconde phrase est importante parce que c'est pas seulement... Parce qu'en fait, je veux dire, le mouvement ouvrier c'est jamais opposé au blocage. Le blocage ça peut être complémentaire à la grève, etc. Mais eux ils en font un fétiche du blocage. Parce qu'ils considèrent que ce n'est pas seulement complémentaire, c'est supérieur. Parce que précisément ça permet que n'importe qui, quelle que soit sa position dans les rapports de production, et comme justement il y a des rapports de production qui sont diffus, peut s'impliquer dans la mobilisation. Et donc, ça... Et en fait, c'est pas seulement la classe ouvrière qui remet en cause, en réalité, dans les textes qu'ils écrivent, mais c'est l'absence, enfin, je veux dire, c'est assez clair quand on lit la chose, c'est qu'il y a une absence chronique de classe. La notion de classe, je veux dire, liée aux moyens de production n'existe plus. Et donc, à partir de là, occuper, bloquer, c'est s'insurger. Voilà, il y a un trait d'égalité entre tout ça. Et peu importe sa condition de classe, peu importe, je veux dire, toute action qui vise à bloquer cette production, ou qui vise à attaquer l'État, est une action qui a égale valeur, quoi. Et notamment parce que la deuxième chose qu'ils disent, c'est que malgré tout, la production, dans leur théorie, reste au nœud du pouvoir, mais il y a quelque chose qu'ils disent, c'est qu'elle s'est fait monde. Monde, et comme le pouvoir s'est fait monde. Ça veut dire que, par exemple, ils expliquent que le pouvoir, il est plus centralisé dans un rapport de production, mais ils disent que le pouvoir est désormais immanent à la vie telle qu'elle est organisée technologiquement et mercantilement. Et plus loin, ils disent toujours dans Nos Amis, le pouvoir désormais est l'ordre des choses mêmes et la police chargée de le défendre. Donc on retrouve ce que je disais, c'est-à-dire le n'importe quoi finalement qui remet en cause ce monde, et une action qui a une visée révolutionnaire, et d'une certaine manière on voit qu'il y a une forme de dilution de la stratégie, à partir du moment où il y a une désorganisation de la portée ou de l'enchaînement de chaque action qu'on veut faire, quoi. C'est-à-dire que la stratégie est réduite à un ensemble de tactiques par rapport à des actions voilà, très concrètes. Et du coup, ça les amène à, finalement,
donner une valeur à la révolution, je pense, qui est un petit peu différente de la valeur qu'elle a existé dans le marxisme révolutionnaire, c'est-à-dire que le processus de révolution est entendu comme un processus de destitution progressive selon eux. Et je voudrais juste faire deux citations, il y en a une qui est un peu longue, mais à mon avis ça permet de bien ordonner tout ce que je dis. D'abord le premier, il parle un peu de la manière dont conçoit le soulèvement, ils disent « Le soulèvement dure quelques jours ou quelques mois, amène la chute du régime ou la ruine de toutes les illusions de paix sociale. Il est lui-même anonyme. Pas de leader, d'organisation, pas de revendication, pas de programme. Les mots d'ordre, quand il y en a, semblent s'épuiser dans la négation de l'ordre existant. Et ils sont abrupts. Dégage, la peuple veut la chute du système. Ce qui se lève n'a personne à placer sur le trône en remplacement, à part peut-être un point d'interrogation. Ce ne sont ni les bas-fonds, ni la classe ouvrière, ni la petite bourgeoisie, ni les multitudes qui se révoltent. Et on voit par ailleurs que là il y a une différence avec les théoriciens qui peuvent faire Négri. Rien qui ait assez d'homogénéité pour admettre un représentant, il n'y a pas de ce nouveau sujet révolutionnaire dont l'émergence aurait échappé jusque-là aux observateurs. Si l'on dit que le peuple est dans la rue, ce n'est pas un peuple qui aurait existé préalablement, c'est au contraire celui qui préalablement manquait. Ce n'est pas le peuple qui produit le soulèvement, c'est le soulèvement qui produit son peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est vraiment... en fait, on retrouve d'une certaine manière une certaine forme de logique avec l'autonomie, mais la différence qui frappe, évidemment, c'est l'absence totale de sujet social, et c'est la dilution, d'une certaine manière, de la révolution dans une pratique d'émancipation individuelle qui voilà, serait cumulative, d'une certaine manière. Et il faut savoir que, par exemple, ça, c'est quelque chose qui les amène, dans les textes qu'ils écrivent un peu plus loin, à revendiquer, par exemple, les révolutions arabes, comme étant des processus voilà, de ce type de soulèvement, désorganisés, etc., et sans jamais parler ou analyser les phénomènes de contre-révolution qui ont pu émerger derrière, quoi. Bon, et moi je pense qu'il y avait quelque chose qui était intéressant à voir, dans le temps qui me reste un petit peu, c'est d'essayer de comprendre à la fois d'où ce phénomène un petit peu vient, de quelle analyse même voilà, de l'histoire, de quelle référence, et comment aujourd'hui, comment on explique qu'aujourd'hui il puisse avoir une influence de ces thèses-là. D'abord, la première chose, c'est que il y a une référence importante, sinon la principale aujourd'hui du Comité Invisible, et notamment c'est moins clair quand on lit les ouvrages qui sont sortis, mais dans Tikkun c'est très clair. C'est en fait Foucault, donc Michel Foucault, qui est le philosophe français, et je pense que c'est important parce que ça permet de comprendre plus en profondeur leur analyse et de quelle pensée ils viennent. Et en notant également que ce qui me paraît intéressant, c'est que Michel Foucault, c'est pas quelqu'un qui se revendiquait comme un révolutionnaire, quoi. Donc avait particulièrement une pratique révolutionnaire. Voilà. Et donc en fait, Foucault, donc je sais pas si certains le connaissent, lui, il est passé très rapidement par le PC, jamais sans conviction. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu un violent rejet voilà, du communisme et du marxisme, parce que c'était l'incarnation de son expérience qu'il a vu dans le PC, c'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais l'ensemble de ces théories, c'est beaucoup de s'intéresser à la construction de sujets déviants, par exemple à la pathologisation de l'homosexualité, et c'est des choses qu'il a pu retrouver voilà, dans l'expression stalinienne du communisme réel, et du coup pour lui, il a toujours été un peu là-dedans, et en même temps, je pense qu'il y a un événement qui est très structurant dans sa pensée, c'est l'événement de mai 68, parce que lui, en fait, il ne participe pas directement à mai 68, il est à Tunis, et je pense que lui, il va faire une critique un peu a posteriori, sans avoir vécu les événements de mai 68, et je pense qu'il y a quelque chose de central qui s'exprime dans la contradiction qu'il y a en 68 entre la force de la grève générale, c'est-à-dire ce qui est le support normalement de la théorie marxiste, c'est-à-dire de la grève qui mène vers la capacité de la prise de pouvoir et la grève générale insurrectionnelle, et en même temps la faiblesse, les acquis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de révolution, mais en même temps si on regarde, je veux dire, les acquis qui ont existé en 68, c'était des acquis qui sont très partiels, même si on regarde par rapport à la grève de 36, qui est une grève qui par ailleurs est beaucoup plus importante. Et je pense que c'est important parce que
d'une certaine manière, de cette contradiction, il va tirer la conclusion inverse des marxistes, c'est-à-dire que la conclusion qui est dans le marxisme révolutionnaire, c'est de considérer que la grève générale pose la question du pouvoir, mais ne la résout pas, et d'insister sur voilà, l'importance du parti révolutionnaire, d'avoir besoin de ça, et lui c'est un peu l'inverse qui va conclure, c'est qu'au contraire pour lui, ça démontre l'impotence de la théorie marxiste, et que le prolétariat, de plus en plus, il va émerger sur cette conception, c'est un sujet imaginaire. Voilà, c'est-à-dire que c'est un sujet purement performatif, mais qui par ailleurs est comment dire, que la lutte révolutionnaire dans son ensemble, c'est quelque chose qui va caractériser de plus en plus avec les années, comme étant quelque chose qui sert de prétexte à exercer le pouvoir, en réalité. Et notamment, il y a une interview qu'il donne en 1976, je trouve que ça vaut le coup de citer un peu, il dit en tout cas, il ne s'agit pas de la tenir pour une évidence et d'interroger cette idée, donc il parle de la révolution, qui nous paraît s'imposer si aisément. Il faut se demander, après tout, la révolution, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette étrange notion pour laquelle on s'est entretué depuis des siècles? Est-ce qu'on veut vraiment la révolution? Quelle est donc cette notion, dont l'origine est d'ailleurs typiquement bourgeoise, et qui est devenue une sorte d'impératif presque moral? Et moi je pense que, il y a quelque chose qui est à mon avis très structurant, parce que justement lui, il va essayer toute la théorie qu'il va développer par la suite, elle va essayer de comprendre comment est-ce que, par exemple, voilà, dans des expériences avec 68 et après, il y a un changement de nature du pouvoir qui est capable, d'une certaine manière, d'absorber un peu tout et n'importe quoi, et même les anciennes recettes qui pouvaient exister. Et il y a deux notions qui traduisent un petit peu cette caractérisation. La première, c'est de dire que on serait passé, et moi je pense que en fait ça résonne avec beaucoup de choses qui peuvent être dites sur 68 par ailleurs, d'une société disciplinaire à une société sécuritaire. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais ça veut dire que il explique que la discipline, c'est-à-dire c'était l'ancien régime, c'est l'ancienne manière de fonctionner du pouvoir, c'est-à-dire qu'on imposait une norme et on ne pouvait pas en sortir. C'est la norme ou rien. Et il dit que la société sécuritaire, c'est déjà on dirige beaucoup plus par l'envie, on essaie de créer l'envie, après on retrouve tous les thèmes de la consommation là-dedans, etc. Et en même temps on tolère les écarts. Mais c'est juste qu'on essaie de savoir comment ces écarts peuvent être aménagés, enfin voilà, gérés dans un processus sécuritaire, quoi, dans un monde qui est en mouvement en permanence, quoi. Il y a ça, et puis il y a une autre notion, mais qui en réalité est le corollaire, c'est la notion de biopouvoir, je ne sais pas si certains connaissent, mais c'est-à-dire d'un pouvoir qui aurait réussi à pénétrer dans les corps, quoi, pas seulement les consciences. Et je pense que derrière tout ça, bon, ça mériterait de revenir plus dans le fond, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'exprime, qui est le scepticisme, voilà, l'idée de ce pouvoir un petit peu diffus, que va reprendre aujourd'hui des gens comme Gilles, et en même temps le scepticisme sur la capacité qu'on aurait en fait à changer l'ensemble des choses du système, quoi, et qui du coup circonscrit toute lutte voilà, pour la transformation du système à une lutte totalement partielle, isolée, etc. Et en fait, je crois que c'est en 1976, il donne des cours au Collège de France, et il dit qu'il n'a pas pour habitude de donner des impératifs, mais que s'il devait en donner un, il n'en aurait qu'un seul, ça serait celui de faire jamais de politique. Et sur l'expérience justement pour lui ce qu'ont été l'échec des groupuscules en 68 notamment. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve ici aussi le fondement de l'antipolitique qui a été un petit peu décrit aujourd'hui, qu'il existe du comité invisible. Et pourquoi je reviens là-dessus? Parce que je pense que ça permet de comprendre que en fait c'est pas anodin de constater l'influence de ces théories aujourd'hui. Déjà parce que Foucault c'est quand même un des principaux penseurs en sciences humaines, je crois que c'est l'auteur en sciences humaines le plus cité dans le monde aujourd'hui. Enfin, en tout cas, voilà, il a un legs quand même théorique qui est très important. Et en même temps, on a eu une accumulation de défaites, et notamment je pense que d'une certaine manière, quand on regarde l'émergence du néolibéralisme dans les années 90, ça peut paraître comme une confirmation de ce que pouvait dire Foucault, c'est-à-dire que c'est là où on a voilà, totalement la société de consommation qui imprègne beaucoup plus les esprits, l'esprit de compétitivité, enfin de compétition, self-made, etc. C'est là où on est quand même plus fort, et surtout, avec l'effondrement du mur, on a le capitalisme qui est partout. Et du coup,
on retrouve cette idée que le pouvoir est partout. C'est-à-dire que à la fois il est partout parce qu'il est dans le monde entier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul pays qui n'est plus soumis au régime du fonctionnement capitaliste, il est partout également dans les esprits. Et du coup, c'est ça qui est très fondateur. Et bon, du coup, il ne me reste pas beaucoup de temps. Moi, je voulais juste dire quelque chose, c'est que je pense que... parce que souvent, quand on discute avec les autonomes, ils insistent sur la diversité des conceptions et des pratiques, ce qui par ailleurs est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, les thèses du comité invisible et leurs pratiques, en réalité, structurent dans une grande partie un certain nombre de choses qu'on peut voir à l'œuvre, parce que et qui forgent des différences avec l'autonomie telle qu'il a pu exister autrefois, quoi. En tout cas, dans un petit secteur de militants, d'avant-garde, mais qui pèse quand même. Le premier, c'est le refus de l'auto-organisation, c'est-à-dire que les AG, en fait, sont ces arènes de politique, quoi. C'est-à-dire tout simplement de performativité, et là où les bureaucrates siègent, il n'y a aucune capacité de pouvoir dépasser, de pouvoir y donner un autre contenu. En même temps, ils ont quelque chose qui est l'organisation affinitaire, c'est-à-dire que à nos amis, le titre est explicite, c'est-à-dire de dire nous, on ne cherche pas à convaincre sur un terrain politique, mais on s'organise de manière affinitaire, quoi, parce que être ami, c'est déjà être un renversement du monde quand on est vraiment ami. Et donc, ils ne cherchent pas à s'afficher politiquement, etc., à dire qu'ils sont membres de cette organisation. L'anonymat, je pense qu'il quand même à un niveau de renforcement, enfin là, la lutte masquée, le refus des médias, et aussi une forme de fétichisme de la violence, c'est-à-dire que, enfin voilà, on a déjà un peu exprimé la chose, c'est-à-dire que une violence qui, au bout d'un moment, perd même son contenu politique, quoi, en fait, ou ne cherche même plus à avoir un contenu politique qui peut s'exprimer. Et du coup, je pense que c'est pas pour rien, en même temps que tout ça ressurgit, je pense que c'est aussi un moment où, d'une certaine manière, les mobilisations de la jeunesse qui a eu ces derniers temps, les mobilisations de la classe ouvrière, aussi l'épuisement, on voit, du néolibéralisme avec l'élection de Macron, c'est des choses qui commencent à poser la perspective que finalement, c'était peut-être qu'une étape, et c'était pas la fin du monde, comme on nous avait expliqué dans les années 90. Et en même temps, je pense que c'est pas suffisant pour arriver à donner un contenu qui permette de comprendre pourquoi on en est là, et avec quelle stratégie il faudrait rebondir. Et à mon avis, pour conclure là-dessus, je pense que au NPA, on occupe une place particulière pour arriver à discuter de ces conceptions, enfin en particulier en NPA jeune, parce que c'est beaucoup un phénomène de jeunesse, en tout cas pour l'instant. Voilà, parce qu'on est les seuls, je pense, à pouvoir proposer une alternative stratégique sur un terrain qui soit un terrain révolutionnaire, quoi.